Voici les thèmes de ce lundi 10 mai. Politique responsable plutôt que politique d'austérité. Devant syndicats et patronat, Nicolas Sarkozy a démenti toute inflexion de sa politique économique. Il confirme aussi que les hauts revenus seront sollicités pour financer les retraites. Et réaction du sénateur socialiste de Paris, David Assouline. Les marchés européens retrouvent le sourire, rassurés par le plan de sauvetage massif de secours de l'Union européenne. Notre invité, c'est le député européen et vice-président du Front National, Bruno Gollnisch, dans un instant. Coup de projecteur à la fin de ce journal sur l'une des zones les plus obscures du football, la traite des jeunes footballeurs africains. On en parlera avec l'ancienne athlète Maryse Evangépé. Voilà pour l'ensemble des thèmes et des invités de ce soir. Mais tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est bien sûr en images. C'est le tour de l'info de Fabrice Cunet. Avec le plan donc, de sauvetage de l'euro, eh bien, on a fait un énorme rebond. Plus qu'un rebond, les marchés financiers ont connu aujourd'hui une véritable euphorie, de plus 4 à plus 13 sur les places européennes et américaines. Il faut dire que l'effort est historique, un plan en Europe de 750 milliards d'euros en cas de nouvelle crise. Cette flambée s'installe, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le plan de sauvetage a été validé par les investisseurs. Symbole de ce regain de confiance, l'euro a repris des couleurs autour de 1,30 $. Beaucoup d'optimisme donc, mais une inquiétude, la réaction attendue des spéculateurs. Les recherches se poursuivent pour localiser avec certitude les boîtes noires du vol AF447. Plus d'un an après la disparition en mer de l'appareil qui reliait Rio à Paris, la zone s'est réduite. Après les premiers signaux détectés jeudi par un navire de la Marine nationale, le BEA a envoyé un bateau sur zone. Une zone qui pourrait indiquer que l'avion a dû faire demi-tour pour une raison qu'il faudra encore déterminer. Nous sommes relativement optimistes parce que les signaux qui ont été détectés et analysés par la Marine nationale ressemblent vraiment beaucoup à des signaux de balises acoustiques. Et donc ça veut dire que l'épave est dans cette zone. Après un périple de 130 000 km, elle est enfin arrivée à destination. La Coupe du Monde est en Afrique du Sud. Une première sur le continent africain, mais un vrai défi. Le pays a investi 5 milliards d'euros pour être à la hauteur de l'événement. À un mois du début de la compétition, tout semble prêt. Seul bémol, la vente de billets a débuté timidement. La faute peut être aux supporters français. Seuls 4 000 billets ont trouvé preneur en France, très loin derrière l'Angleterre et ses 40 000 sésames. L'invité du 22h, il est vice-président exécutif du Front National et député européen, Bruno Gollnisch. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors, le plan de sauvetage de 750 milliards d'euros a rassuré les marchés ce soir. La solidarité européenne a fonctionné. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, monsieur le député européen ? C'est une bonne nouvelle provisoire, je le crains, parce qu'aucun problème n'est réglé au fond. En réalité, on a acheté du répit. Et nous achetons du répit en émettant nous-mêmes de la monnaie, alors que nous sommes déjà ultra déficitaires, 1500 milliards de déficit. Des intérêts qui absorbent tout ce que rapporte l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les Français sont en ce moment priés de rédiger leurs déclarations. Eh bien, il faut qu'ils sachent que pratiquement l'essentiel du produit de cet impôt va passer en intérêt du déficit. Alors, nous garantissons la Grèce. On ne pouvait pas laisser la Grèce, sans doute, s'effondrer. Encore que je pense qu'il y avait d'autres solutions. Juste un instant, vous étiez pour ce plan de sauvetage pour aider la Grèce? Non, parce que je pense que la Grèce aurait mieux fait de sortir de la zone euro. Et de faire appel sans doute au FMI et de revenir à la drachme, c'est-à-dire une flexibilité de monnaie nationale qui n'aurait pas les mêmes effets catastrophiques. Si demain la même situation se présente pour l'Espagne, le Portugal ou autres, donc ces pays-là doivent aussi sortir de la zone euro. Eh bien, à ce moment-là, c'est le jeu des dominos. Il est certain que l'euro n'a pas rempli ses promesses. Nous avions fait l'euro. Et le Front National était extrêmement réticent. Mais vous étiez le moins hostile. Je n'étais pas hostile parce que je pensais que nous allions faire avec l'euro ce que les Américains font avec le dollar. C'est-à-dire que l'euro allait devenir une monnaie de réserve, que par conséquent, la question des déficits allait devenir relative dans la mesure où nous pourrions en placer à l'étranger. Ça ne s'est pas du tout produit. Les Américains continuent à avoir un déficit abyssal qu'ils placent à l'étranger. Mais dans tous les autres pays. Et la Chine notamment.
alors que ça ne s'est pas passé Bruno avec Gollnisch, l'euro. justement, juste sur les déficits, la crise grecque a été un révélateur de l'urgence de la réduction des déficits dans la zone euro. Est-ce que vous soutenez la démarche du gouvernement en France qui gèle les dépenses de l'État pour réduire ces déficits ? Mais on peut faire des économies. Dans toutes les assemblées où j'ai siégé, conseil municipal de Lyon, conseil régional, Parlement européen, Assemblée nationale, on pourrait réduire les dépenses pratiquement d'un tiers sans que les citoyens s'en rendent compte, sans qu'ils en subissent un préjudice. Apparemment, c'est le cas, parce que c'est les dépenses de l'État, là, qui sont visées. Oui, c'est très bien, mais il n'était que temps de s'en préoccuper. Ceci étant, il ne faut pas le faire de façon systématique. Par exemple, le non-renouvellement d'un poste de fonctionnaire sur 2, c'est valable peut-être dans certains secteurs, ça n'est pas valable dans tous. Il y a évidemment des secteurs où l'on a besoin de davantage de fonctionnaires. Je pense en particulier à la justice, où on a pratiquement le même nombre de magistrats que sous Louis-Philippe, alors que le volume d'affaires, notamment pénales, a explosé. Donc sur ce point-là, vous rejoignez les décisions du gouvernement. Quand on regarde la situation politique en Europe, c'est ce que vous venez de me dire. Vous êtes d'accord avec non, je suis d'accord avec le principe, je ne suis pas forcément d'accord avec les modalités. Alors quand on regarde la situation politique en Europe, Londres est dans le fog, le brouillard. Berlin a perdu une élection essentielle. La Belgique est coupée en deux finalement. La France, c'est un pays stable. Oui, je ne sais pas si c'est un avantage, la stabilité. Quand vous avez une stabilité dans la décadence tranquille, si j'ose dire, pas toujours tranquille d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'incidents. Pourquoi décadence ? Pourquoi décadence ? Tous les indicateurs sont au rouge. Les indicateurs économiques, la désindustrialisation, les délocalisations, l'explosion de la criminalité, la perte quand même de rayonnement international, l'asservissement de notre politique étrangère. Bruno Gollnisch, pour être concret, puisque vous parlez de la situation économique, c'est un contexte de crise mondiale. Qu'est-ce que le Front National propose concrètement ? Quelle est la politique économique du Front National ? Ce que vous dites est très important, mais je crois... Est-ce que vous allez dire plus ? C'est votre réponse qui compte. Je crois inexact. Ce n'est pas un contexte de crise mondiale. La crise n'est pas mondiale. Beaucoup de pays, y compris de pays très pauvres, progressent à l'heure actuelle. L'Inde, la Chine ont des progressions. Oui, mais enfin, ça fait 2 milliards, plus de 2 milliards et demi d'êtres humains quand même, pratiquement, ont des taux de progression fantastiques. C'est une crise de l'Europe occidentale en particulier. Et cette crise, elle est due aux méfaits du libre-échangisme mondial. Et je pense de la croyance fausse dans les bienfaits indéfinis de l'ouverture des marchés, de l'abaissement des frontières, de leur disparition. Donc le programme du Front National, c'est fermer. Non, c'est pas fermer complètement. C'est rétablir en effet des protections naturelles. Par exemple, en matière économique, si nous avions des droits de douane raisonnables qui compensent le fait que certains produits importés chez nous sont fabriqués dans des conditions de dumping social, par des gens qui sont pratiquement réduits en esclavage. Si nous avions des mécanismes compensateurs, d'abord, premièrement, ça remplirait les caisses de l'État. Ouais, deuxièmement, nos produits seraient peut-être un peu plus chers. On paierait le t-shirt peut-être 10 € au lieu de le payer 3 €. Mais il y aurait encore une industrie textile française. Alors, Bruno Gollnisch, on est à 8 mois du congrès du Front National où l'on connaîtra le nom du successeur de Jean-Marie Le Pen. Mais il paraît que vous n'allez pas pouvoir concourir. Non, je crois que votre confrère du Figaro a un peu dramatisé les choses. Je demande, c'est vrai, puisqu'il y a une formalité un peu curieuse qui est qui figure depuis très longtemps dans nos statuts, qu'il faut un certain nombre de signatures de responsables départementaux. Mais vous ne les avez pas. Je les ai pas encore cherchés. Je suis persuadé que je vais les avoir. Mais je dis simplement qu'il me paraîtrait plus logique et plus sain dans la mesure où il s'agit de personnes qui sont nommées par la direction du mouvement, que ces parrainages sont prévus par les statuts, s'effectuent dans des conditions d'anonymat comme pour un vote. Pourquoi vous demandez l'anonymat? Parce que vous craignez que Marine Le Pen fasse, ou implicitement, qu'il y ait pression sur ces gens-là? Non, c'est un peu comme la même chose qu'à l'élection présidentielle. Je parle de la présidence française. Vous avez une condition qui est exigée, qui sont les parrainages de maires. Et c'est toujours très difficile à obtenir, y compris pour une grande formation comme la nôtre. Oui, mais ils ne sont pas anonymes. Là, vous demandez l'anonymat. Eh bien, nous demandons aussi l'anonymat dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que les maires ne subissent pas toujours des pressions, mais ils ont très souvent peur d'en subir. Voilà. Alors, donc ils ont peur de Marine Le Pen. En politique, n'existe que ce qui paraît exister. Par conséquent, l'important n'est pas que les gens subissent des pressions. L'important, c'est qu'ils puissent se décider en toute indépendance et sans avoir l'impression de choisir un candidat plutôt qu'un autre. Mais vous préférez quand même l'anonymat. On le retiendra. Bruno Gollnisch, quand Jean-Marie Le Pen dit qu'il part le cœur tranquille, il dit ça parce qu'il sait qu'il confie les clés de la maison à sa fille.
Non, ça... Tout est dit depuis longtemps, là, mais c'est dit, vous-même, vous le savez. Madame Abou, vous avez lu ça sous la plume de vos confrères. Je sais que vous êtes une journaliste tout à fait indépendante d'esprit, et par conséquent, je vous suggère de ne pas tomber dans ces clichés qui avaient d'ailleurs cours également au dernier congrès de Bordeaux. Au dernier congrès de Bordeaux, tout le monde pensait que Gollnisch allait s'effondrer, etc. Ben, je suis arrivé en tête, et même assez largement en tête. Donc, vous n'êtes pas la victime de cette succession familiale? Les jeux ne sont pas joués. Pour le moment, Jean-Marie Le Pen observe une neutralité dont je me félicite parce que je la crois conforme à l'intérêt du mouvement. Il a une position arbitrale. J'espère qu'il la conservera. S'il veut en changer, s'il veut prendre parti pour l'un ou l'autre candidat, c'est évidemment son droit. Merci Bruno Gollnisch. En tous les cas, je préférerais qu'il reste comme ça. Pour le moment, je ne me plains pas. On connaît le choix de cœur. Et je crois que les jeux ne sont pas faits. On connaît le choix de cœur de Jean-Marie Le Pen, c'est sa fille. On connaîtra vous le connaissez, son choix de raison. Et vous a fait ses confidences. On connaîtra son choix de raison. Il pose souvent avec sa fille, en tous les cas. Merci beaucoup Bruno Gollnisch d'avoir été l'invité du 22h. La suite du journal avec cette actualité sociale. Aujourd'hui, syndicats et patronat étaient conviés à l'Elysée pour parler emploi. Un nouveau sommet social. Le deuxième de l'année sur fond de crise. On vient d'en parler, de gel des dépenses publiques et de concertation sur la réforme des retraites, bien sûr. Dans un instant, le décryptage de notre chroniqueur Jean-Louis Gombault et la réaction de notre invité, le sénateur socialiste David Assouline. Mais d'abord, le compte-rendu de ce sommet avec Sandra Sarkara. Rigueur, un mot que Nicolas Sarkozy ne veut ni entendre ni prononcer. Pas de redressement des finances publiques. Mais au contraire, une politique de responsabilité. Et pour redresser ces finances publiques, il faut bien quelques économies justifiant de revenir sur certaines mesures. Les aides en faveur de l'emploi sont conservées, aides au chômage partiel et à l'apprentissage. En revanche, le dispositif zéro charge pour les très petites entreprises sera supprimé dès le 30 juin, ainsi que les aides en faveur des ménages modestes. À la sortie, les syndicats sont amers. Sur le pouvoir d'achat, rien. L'ombre de la rigueur que personne ne veut nommer dans notre pays planait sur ce sommet social. Et les premiers à en faire les frais sont les plus modestes dans notre pays. Autre sujet, et ce n'était pas prévu, le dossier des retraites qui s'est invité à la réunion avec l'annonce d'une mesure jamais évoquée par Nicolas Sarkozy. Le fait qu'il avait l'intention de prendre des mesures en termes de financement ayant recours aux plus hauts revenus, voire aux revenus du capital. Il est bien sûr trop tôt pour apprécier la portée de cette annonce. Mais en attendant d'en savoir plus, les syndicats continuent de se mobiliser et appellent à la deuxième journée d'action de l'année, le 27 mai prochain. Que s'est-il dit? Que s'est-il passé au cours de ce sommet social? On en parle avec vous, Jean-Louis Gombault. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, Sonia. Alors, Nicolas Sarkozy a insisté pour dire qu'il ne s'agissait pas d'une politique de rigueur. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, la différence, la frontière entre une politique de rigueur et d'austérité, c'est assez facile en gros à voir, mais entre une politique rigoureuse et une politique de rigueur, personne ne connaît véritablement la différence. Ce qu'il faut dire, c'est que ce sommet social se situe au lendemain d'un sommet européen qui apprenait comme ligne directrice la réduction des déficits publics. Un sommet social qui se situe quelques jours après la déclaration, l'annonce par M. Fillon, selon laquelle on stabiliserait, on gèlerait les dépenses publiques en valeur, c'est-à-dire qu'automatiquement elles baisseraient en volume. Donc ça veut dire, il faut bien que quelque part, ça se voit. Ça se verra surtout dans deux domaines. La suppression d'un certain nombre de petits cadeaux fiscaux qui avaient été faits aux ménages les plus modestes, ceux de la première tranche de l'IRPP, et la suppression d'aides qui avaient d'ailleurs été décrétées exceptionnelles, celles pour des chômeurs qui n'avaient pas d'allocation notamment. Il est vrai qu'il y a quelques semaines, rappelez-vous, on a permis pour ces chômeurs arrivés en fin de droit de leur donner une prime supplémentaire donc de 300 millions d'euros. Donc il faut bien également trouver les 300 millions d'euros quelque part. Mais c'est surtout sur la politique de l'emploi qu'on va faire des économies. Et Jean-Louis, quelles sont les principales mesures qui ont été prises et décidées aujourd'hui? Alors justement sur cette politique de l'emploi, c'est là où on va situer les principales mesures. Le président de la République dit, bon, on est dans une période de la récession est derrière nous, on est sur la reprise. C'est vrai, enfin c'est vrai, c'est relativement vrai, je dirais. On est même sur un taux de croissance qui est très modeste, on fera maximum 1%, et d'après les chiffres de Pôle emploi, le chômage va continuer d'augmenter jusqu'à au moins la fin de l'année. Mais enfin, il y a une relative stabilisation
cotisation. Alors il y a des choses qu'on va garder, on va faire le tri dans cette politique de l'emploi qui coûte de plus en plus cher puisque la droite de Revenu au pouvoir a rétabli la politique sociale du chômage qu'elle avait combattue lorsqu'elle était dans l'opposition. Mais on va faire le tri, savoir ce qui marche pas. Le président de la République donc a supprimé un certain nombre de choses, notamment ce fameux embauche à zéro charge. Il faut dire que ça avait pourtant beaucoup de succès puisqu'il y a 800 000 emplois qui ont été permis grâce à cette stratégie. Par contre, des contrats qui surtout sont profitables pour les chômeurs qui sont victimes de plans sociaux, eux seront rétablis. Bilan de ce sommet social, grosso modo 1 milliard d'euros d'économie. Alors on va en parler tout de suite avec notre invité qui nous a rejoint sur le plateau. C'est le sénateur socialiste de Paris, David Assouline. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors ce sommet social dont vient de parler Jean-Louis, il intervient dans un contexte particulier. Est-ce que l'heure n'est pas pour toute l'Europe, y compris pour la France, à l'austérité, à la vérité, à la responsabilité? À la responsabilité, bien sûr, mais si on doit mettre en situation ce qu'a annoncé M. Fillon il y a quelques jours, le gel des dépenses publiques et des dépenses sociales en volume, en fait, en valeur, mais ça veut dire une baisse en volume, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que le mot gel est encore là pour maquiller une baisse. C'était déjà envoyé à la Commission européenne il y a plusieurs mois, sauf que ce n'était pas assumé publiquement vis-à-vis des Français. Donc on voit comment on se sert des contextes. Il y a plusieurs mois, il n'y avait pas la crise grecque, d'accord ? Et on nous calmait plutôt sur le fait que finalement on avait bien résisté, qu'on sortait de la crise, et on continue même à le dire, probablement pour pas affoler les ménages, mais on ne dit pas complètement la vérité. Ce que je veux dire là, c'est que on ne peut pas, parce qu'il y a la crise grecque, utiliser cette crise pour justifier un plan qui est arrêté depuis 3 mois et convoquer un sommet social. Vous savez, l'histoire des sommets sociaux en France, c'était à un moment donné, on met tous les responsables syndicaux autour de la table, plutôt pour voir comment on va mettre la main à la pâte pour aider les plus démunis, notamment les salariés. Vous êtes en train de nous dire que le gouvernement a tort de donner la priorité au redressement des finances publiques? Non, non, je ne dis pas ça. Je dis que tout simplement, si on veut réellement avoir cette priorité et faire un effort à ceux qui ont le plus le moyen de faire l'effort, on ne commence pas par faire un sommet social où les 1 milliard d'économies sont sur les plus petits, même les plus petites entreprises. Je ne parle pas que des salariés, parce que la mesure... C'est-à-dire, vous parlez des efforts aux plus hauts revenus, aux plus riches? Je vais vous dire, mais c'est une rengaine. Mais on le dira tant qu'on n'aura pas une réponse là-dessus. Et d'ailleurs, les responsables syndicaux l'ont dit. La loi TEPA, les heures supplémentaires, pourquoi on n'y touche pas alors que c'est une mesure anti-économique, que le responsable de la CGT nous dit que c'est à peu près 400 000 emplois et que le responsable de la CFDT nous dit que cette manne pourrait servir justement à aider l'emploi et à aider un coup de pouce aux plus bas revenus. Jean-Louis, sur ce point? Sur la suppression des heures supplémentaires, ça continue. Malgré tout, il y a quand même beaucoup d'heures supplémentaires qui continuent à être distribuées malgré la politique du chômage. Mais c'est vrai, on peut dire effectivement, on peut dire que si on ne faisait pas ces heures supplémentaires, on pourrait faire des emplois par rapport à... Alors, vous, David Assouline, et le PS de manière générale, réclamiez plus de justice sociale. Et le président de la République, il a confirmé aujourd'hui qu'un effort serait demandé aux hauts revenus pour financer les retraites. Est-ce que vous approuveriez une telle réforme plus équitable aujourd'hui? Écoutez, non seulement c'est ce que l'on dit, qu'il faut aussi et d'abord regarder sur l'élargissement de l'assiette, et il faut absolument mettre à contribution les revenus du patrimoine et du capital. Bonne initiative, enfin, vous dites. Mais je dis enfin, mais si c'est des mesurettes là-dessus pour faire passer la grosse pilule du retard du départ de l'âge légal de la retraite, parce qu'il a dit ça aussi, peu de gens l'ont souligné, mais il a dit crise démographique, réponse démographique. Donc l'allongement de la durée de cotisation est une piste qu'il a validée aujourd'hui. La remise en cause du départ de l'âge légal de la retraite, il l'a confirmé, et il a dit que il mettra à contribution les plus hauts revenus et les revenus du capital. Je prends positivement aujourd'hui cette annonce comme M. Thibault. Et tout le monde attend encore les pistes du Parti Socialiste quand même qui ne viennent pas. Mais écoutez, très franchement... C'est une réalité aujourd'hui. Mais ça aussi, c'est la petite musique que l'on joue en dépit du bon sens. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on en est, alors que le président gouverne, qu'il convoque un sommet social,
à avoir des pistes de réflexion de ceux qui gouvernent, qui sont en responsabilité. Et on somme l'opposition, qui n'est pas au gouvernement, d'abattre ces propositions. Mais les Français attendent aussi de l'opposition des propositions, non, David Assouline ? Mais on attend rarement des propositions de l'opposition avant que ceux qui gouvernent disent quelles sont les leurs et avant que la négociation avec les partenaires sociaux, qui sont les principaux intéressés, ait commencé et que les choses soient mises sur la table. Donc, on connaît nos lignes directrices, il n'y a pas de position. Nous disons... Vous les connaissez, mais nous pas. Ah si, les grandes lignes, vous les connaissez, et on les a répétées. Je vais vous dire. Ah oui, ne pas toucher, mais quoi faire pour financer les retraites? Par exemple, vous ne pas trouvez que toucher à l'âge c'est une légal. très grande nouvelle et une merveilleuse proposition, ce que vient d'annoncer du bout des lèvres M. Nicolas Sarkozy, et vous jugez que ce n'était pas une proposition, ce qu'on dit tous les jours, c'est que d'abord il faut regarder sur l'élargissement de l'assiette en faisant payer les revenus du capital et les revenus du patrimoine. Donc ne dites pas qu'on ne le dit pas, on n'arrête pas de le dire. Par ailleurs, il peut y avoir une refonte complète du système pour qu'il y ait plus d'égalité, pour s'attaquer à des niches, parce que là aussi il y a des niches. On a des propositions et on y travaille. Mais ce n'est pas vrai aujourd'hui que de dire à ceux qui veulent préserver deux choses fondamentales. Bon, le système par répartition, bien sûr, mais l'âge légal, qu'on puisse partir, mais il y en a qui partiront plus tard, mais ceux qui le peuvent, ceux qui le souhaitent, puissent partir à 60 ans parce que c'est une conquête, et qu'on ne nous dise pas qu'on va rallonger la durée de cotisation comme la panacée, car en réalité, c'est un argument, puisqu'il faut qu'on dise que le Parti juste Socialiste l'intervention de Jean-Luc qui veut, juste sur ce point, il veut vous... Oui. Mais il y a aussi sur l'augmentation qui est prévue, qui est envisagée par le gouvernement des cotisations. Le problème, c'est que si on ne règle pas des questions dures sur la question de l'emploi, notamment le chômage des seniors et les petits salaires, à ce moment-là, on peut allonger, les retraites sont très basses et on ne règle pas le problème. Une intervention, puis j'ai une question politique pour terminer. Le président de Terra Nova, dans un interview du Monde publié ce week-end, dit il faut mettre à contribution sur les retraites les retraités. Terra Nova est une des boîtes à idées du Parti Socialiste. Est-ce que c'est votre point de vue? Je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a que les retraités qui sont mis à contribution, puisque c'est eux qui cotisent. Il faut mettre à contribution, bien entendu, les retraités. Si ce que vous voulez dire, c'est que... Ce qu'il veut dire, lui, le président de Terra Nova. Je ne sais pas, je n'ai pas vu il a dit, les retraités... Notamment la CSG, notamment l'augmentation de la CSG pour les retraités imposables. Mais en tous les cas... Il y a des pistes, mais nous sommes pour une révolution fiscale qui fusionne l'impôt sur le revenu et la CSG. Et donc c'est dans ce cadre d'une réforme fiscale juste, qui permet une réelle répartition, qu'on peut envisager aussi quelque chose sur les retraites. Mais en tous les cas, s'il s'agit de dire que l'effort doit porter d'abord sur les retraités qui cotisent déjà, je dis non, d'abord sur ceux qui ne cotisaient pas, et on l'a ensuite compris, on met le système à plat. Merci beaucoup David Assouline, c'est passé très vite. Merci Jean-Louis. La dernière page de ce journal, c'est très important, elle est consacrée à l'une des zones les plus obscures du sport roi, du football. Je sais que vous aimez bien ce sport, David Assouline. Il s'agit de la traite des jeunes footballeurs originaires d'Afrique. Nous avons choisi d'aborder ce thème aujourd'hui à l'occasion de la 5e journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Notre invité, c'est l'ancienne athlète, aujourd'hui journaliste sportif, Maryse Évanger-Épée. Mais d'abord, regardez ce témoignage de jeunes footballeurs que nous avions tourné il y a quelque temps. Il a 18 ans, il est sans papier, nous ne verrons donc pas son visage. Il y a 2 ans, Jean était encore au Cameroun, un jeune footballeur prometteur, tellement prometteur qu'un agent de joueur venu d'Allemagne le remarque. Il est venu chez nous ce soir et discuter avec mes parents et tout. Bon, moi j'ai vu ça comme un rêve déjà. Je me voyais déjà en Europe jouer peut-être au Milan, un truc comme ça, parce que lui ne parlait que des grands clubs aussi. L'agent lui procure un visa, sa mère s'endette pour le billet d'avion, direction Stuttgart, le froid et une langue totalement étrangère. Dans son nouveau club, le footballeur ne fait pas l'affaire. Son agent l'abandonne alors sur un parking. Jean parle français, naturellement il va en France, ultime naufrage. Si je n'avais pas ces problèmes de que ma mère a pris ses dettes pour venir ici, je serais rentré parce que pour moi, je ne trouve rien d'extraordinaire ici. Boris Ngouo a eu la même infortune que Jean. De sa mésaventure, il a fait un livre qui deviendra un film. Aujourd'hui, il veut faire de la prévention et impliquer les grands noms du foot. Lorsqu'ils ont réussi, ils sont fiers, notamment ces joueurs africains, de mettre en avant leur réussite, leur fortune. Mais ils doivent également dire à côté que c'est difficile d'y arriver, ce n'est pas facile, ce n'est pas parce qu'on arrive en Europe que forcément on devient Samuel Eto'o ou un Didier Drogba.
Eto'o, Drogba, quelques réussites, mais combien de naufrages? Pour Boris, les fédérations de football doivent encadrer la profession d'agent de joueurs. Une tâche ardue. Ils sont des milliers à sévir sans contrôle. En Europe, mais pas seulement, l'Asie et la Chine se mettent aussi à faire leur marché en Afrique. Notre invitée Maryse Evangépé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Grande athlète que tout le monde connaît. Durant 21 ans, vous avez détenu le record de France de saut en hauteur, très grande donc. Et vous publiez ce livre aussi, surtout Négrier du foot aux éditions du Rocher. Négrier du foot, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, oui, parce qu'il reste des poches d'esclavage dans le sport. J'allais dire que le sport, c'est un petit peu comme dans la vie, c'est-à-dire que l'esclavage existe dans la vie, il faut lutter contre, et le sport, c'est un petit peu le monde en plus petit. Donc, à partir du moment où on a des sports qui drainent de très grandes richesses, il y a forcément autour des zones d'ombre qu'il faut essayer de mettre dans la lumière et de ne pas oublier. C'est un titre choc, parce qu'on peut croire en lisant, je l'ai dit tout à l'heure, que tous ceux dont on parle... Ils sont concernés, ils se sont un petit peu des négriers. Oui, c'est effectivement un titre choc, ça a été un choix. Moi, j'avoue qu'au départ, j'avais plutôt dans l'idée l'enfant foot. Et puis, on était un peu dans le romantisme, j'allais dire, par rapport à la crudité du sujet. Donc, effectivement, toutes les personnes dont on parle dans le livre sont très loin d'être des négriers, mais il s'agissait d'attirer l'attention sur ceux qui restent encore dans les circuits. Est-ce qu'on sait combien ils sont aujourd'hui, ces jeunes, souvent africains, ils sont originaires d'Afrique, qui arrivent en France, et de toute l'Europe d'ailleurs, pas seulement, qui n'arrivent pas seulement en France et qui finissent sans papier et parfois pire. Alors c'est vrai que je précise que je me suis attachée plus particulièrement aux liens avec l'Afrique de par, on va dire, les liens séculaires qui existent entre la France et l'Afrique, mais ce phénomène-là touche aussi l'Amérique du Sud et un certain nombre d'autres endroits. Donc effectivement, moi j'ai regardé plutôt ce qui se passait entre l'Afrique et la France. On n'a pas un décompte précis pour la bonne raison que c'est un petit peu comme de la prostitution, c'est de l'esclavage, c'est de la prostitution, très difficile de les dénombrer. Ceux qui arrivent dans les associations, évidemment, sont recensés. Une association comme Foot Solidaire, par exemple, a recensé plus de 1200 cas en France de jeunes, souvent mineurs. Et il y a quelques années, il y a 5 ans de ça, en Italie, on avait dénombré plus de 4600 jeunes de moins de 18 ans qui étaient pour la plupart partis dans la clandestinité, puisque sur tous ces jeunes, on va avoir une réussite sur 1000 ou 2000 cas. Évidemment. C'est un livre qui est très détaillé. Vraiment, on conseille de le lire. Comment vous avez mené l'enquête ? En dormant pas beaucoup, en buvant beaucoup de rhum, ça je devrais pas le dire. Non, avec beaucoup de nuits blanches. Au départ, je pensais que ce serait facile. Je pensais que ce serait facile parce que avec ma grande prétention d'ancienne athlète, je pensais être très très bien documentée. Ça faisait quelques années. Sauter les obstacles très vite. Un petit peu. J'avais une émission de radio qui était diffusée dans toute l'Afrique francophone que j'animais avec José Touré. Et pendant cette émission, j'ai reçu énormément d'associations qui, en France notamment, luttent contre ce phénomène. Donc j'allais dire que j'étais relativement documentée. Et puis il y a eu le 15 décembre dernier, un gros scandale qui a éclaté sur la scène française, c'est celui du gardien du PSG, Edel Apoula, qui a été, on va dire, menacé de chantage, s'il ne payait pas une certaine somme à son ancien entraîneur, qui menaçait de le dénoncer quant à son âge, son nom et son parcours, et qui a été un petit peu le déclencheur. Moi, j'avais reçu Edel Apoula, donc je m'étais dit que je pouvais facilement en parler. Et puis, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce que d'abord, beaucoup de personnes ne voulaient pas parler. J'ai eu beaucoup de mal à parler avec des agents. Un seul a accepté très longuement, d'ailleurs, de me parler. C'est l'agent de Franck Leboeuf, notamment. Et puis surtout, ces jeunes eux-mêmes étaient terrorisés. Donc, il y a un chapitre sur les jeunes filles de Saint-Étienne, puisque malheureusement, ça arrive aussi aux femmes, contrairement à ce qu'on peut penser, qui étaient terrorisées, qui me disaient surtout, ne mets pas ma photo dans le livre, ne mets pas mon nom. Et je leur expliquais, je leur disais, mais tu sais, si je tape ton nom sur Internet, on va te trouver. Aujourd'hui, tu es dans la clandestinité, tu es pas mieux planqué dans ton appartement, finalement, que d'essayer de mettre l'accent sur ce phénomène. Donc, c'est vrai que j'ai été un peu de tous les côtés. J'ai eu beaucoup d'aide sur le terrain en Afrique par des correspondants qui travaillaient avec moi sur mes émissions de foot, donc au Cameroun, au Mali et ailleurs. Et puis tout le reste. Et voilà ce qui a donné un livre très détaillé, très fourni, à lire, vraiment une véritable enquête sur les négriers du foot, donc de Maryse Evangépé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je suis ravie que ça soit sur cette chaîne-là que j'en parle aujourd'hui, parce qu'il me semble que le législateur a beaucoup à faire. Il y a déjà eu de très nombreuses avancées, ici même au sein du Sénat, où les questions ont été amenées justement sur l'avenir des jeunes qu'on abandonnait en France et ceux qui étaient laissés pour compte et qui ne trouvaient pas de club après les centres de formation. Donc je fais appel au législateur. Et le message est lancé et c'était aussi important d'en parler parce que, et justement, restez avec nous, c'est tout de suite après. C'est un documentaire inédit sur Aimé Césaire. Ça s'appelle Papa Césaire. Regardez, un film qui revient sur l'histoire incroyable de ce poète et de ce chantre de la négritude. Très belle soirée à vous.
Moi, je suis né à Fort-de-France. J'ai toujours été à Fort-de-France. Lorsque nous marchons dans le Maroc, sous les roues voitures, sous les nœuds, ils venaient dans l'eau nous regarder. Pour voir qu'est-ce que l'eau, ça la mer fait avec nous. Un jour, j'ai apporté sur mon dos. Je ne voulais pas qu'il allait mouiller ses pieds. Moi, je n'étais pas comme ça, j'étais une femme très dure. Je dis non, Papa Césaire, tu ne vas pas mettre 2 pieds dans l'eau. Ah oui, j'aime Papa Césaire. Hein. Il est mort, mais il s'est obligé, il est parti. Mais nous avons un amour profond pour Papa Césaire. Hein. On ne l'appelle pas, on ne dit pas aimer Césaire, on dit Papa Césaire. Papa Césaire. Je suis né dans un hameau qui s'appelle Emma, dans la plaine, sous le plateau qui domine le bourg de Basse-Pointe. Et puis, j'ai habité le bourg et j'ai été à l'école ici, tiens, tu vois, au haut de la falaise. Et ce décor m'est absolument familier. Je dis que ma poésie est née ici. Et si tu lis bien Cahiers de route pays natal, tu retrouves tous ces paysages. D'abord, premièrement, ma poésie est une poésie tellurique, hein, elle est montée de la terre. Et deuxièmement, de quelle terre? Il y a 2 Martiniques. Il y a la Martinique Caraïbe, qui est une terre de joliesse et de douceur. Et puis tu as le nord, ça monte, ça crache du feu. Et puis c'est ça, c'est la barre, c'est la mer qui défonce la côte, qui défonce la falaise. Eh bien c'est vrai, tout ça, c'est le côté violent de la Martinique. Et ma poésie est inspirée de ça. Et comment tu conçois l'avenir de la Martinique? Parce que tu as écrit ça quand tu étais très jeune. Oui, mais l'avenir en Martinique, je le conçois